Bien, bonjour à tous. Juste quelques mots de bienvenue et de remerciements avant de laisser la parole à Romain Bertrand qui va véritablement introduire la séance d'aujourd'hui, la deuxième donc de ce séminaire consacré à faute de mots, recherche sur l'histoire empêchée dont vous avez le programme, juste dehors sur une table si vous n'avez pas pris à l'aller, vous pouvez le prendre au retour. Nous avons tenté, il y a 15 jours, de délimiter, sinon les cadres de l'expérience, du moins, je dirais, les termes de notre souci commun, les conditions de notre scrupule. Je rappelle que vous pouvez suivre les différentes séances du séminaire sur le podcast du Collège de France, mais aussi sur le site Entretemps, www.entre-temps.net, grâce à toute notre équipe, et notamment Adrien Genoudec, et je remercie tous les lundis, eh bien, il y a à la fois une sorte de droite suite du séminaire précédent et aussi sur le site Entretemps, donc une annonce de celui du lendemain. Ces recherches sur l'histoire empêchée, vous l'avez compris, ne cherchent pas nécessairement à la délivrer de ces empêchements, mais plus simplement de les nommer, de les dater, de les localiser, bref, de produire une cartographie raisonnée de ce qui peut empêcher, pour de bonnes raisons, l'histoire d'être tout ce qu'elle rêve d'être. Et au fond, il s'agit de saisir par ses abords scrupuleux ce que peut vraiment l'histoire aujourd'hui, avec l'idée que pour ce faire, il faut interroger le manque à dire qui la fonde. Ou, pour le dire comme le dit Romain Bertrand dans Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature, je le cite, « Ce n'est pas que le monde est muet, mais que nous avons oublié sa langue. Les choses sont là, fidèles au poste. Ce sont les mots qui manquent à l'appel, et ce pour la seule et triste raison que nous les avons oubliés. » Vous comprenez donc que c'est évidemment cette adresse, cette inquiétude qui nous a donné envie, Romain et moi, de mettre à l'épreuve justement cet exercice poétique de recherche d'un savoir par le détail du monde, justement, collectivement, aujourd'hui. Pour discuter de ces savoirs naturalistes, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, donc, outre Romain qui est co-organisateur et même organisateur de cette séance, eh bien, trois invités. Il va les présenter et dire le tour de parole plus longuement tout à l'heure. À ma gauche, Mélisse de Kerangal, qui est écrivain, comme vous le savez, et auteur de Le Monde à portée de main. Et vous voyez comment tous ces titres, d'une certaine manière, s'appellent et se répondent. Il y sera aussi question de ces nuanciers qui vous ont rapprochés et de ce savoir par les surfaces. Et puis également Marie-Noëlle Bourguet, professeure émérite d'histoire à l'Université de Paris 7, à ma droite, dont le dernier livre, paru aux éditions du Félin en 2017, est consacré à Alexandre de Humboldt, dont il est beaucoup question dans le livre de Romain, dont il sera beaucoup question dans la dernière séance qui sera consacrée à l'œuvre de Philippe Descola. Le dernier livre, disais-je, de Marie-Noëlle Bourguet est intitulé « Le monde dans un carnet ». Et voyez là encore que cet exercice de rime se poursuit. Je remercie également Laurent Van Heinde, qui est professeur de philosophie à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et a notamment mené parmi une très abondante œuvre et une grande richesse de curiosité des recherches phénoménologiques sur la philosophie de Goethe, notamment dans La libre raison du phénomène, et c'est sur la nature philosophie de Goethe, paru chez Vrin en 1998. Alors, avant de laisser la parole à Romain, juste un mot sur notre visée commune. Certains auditeurs amis et même certains bons camarades se sont demandé si la séance précédente, il y a 15 jours, avait valeur de programme. Est-ce que
nous avions tout de go décidé, décrété que la poésie serait l'avenir de l'histoire. C'est intéressant parce qu'effectivement, avec justement les conditions de diffusion et de droit de suite sur Internet, effectivement, on peut continuer à discuter après le séminaire. Eh bien non. Ceci n'est pas un programme. Et d'une certaine manière, le « ceci n'est pas un programme » pourrait titrer ma très brève introduction, qui se voudrait aussi un salut amical à la dernière leçon donnée la semaine dernière par Alain Suppiot, leçon terminale de sa chaire sur l'état social, qui a magnifiquement décrit la semaine dernière, mais ça, vous ne pouvez pas le voir sur Internet parce que c'est un des seuls professeurs à refuser de se faire filmer ici, qui a magnifiquement décrit ce que c'était qu'un travail intellectuel en rappelant que le chercheur n'était pas un être programmable. Précisément parce qu'il n'était pas prévisible, enfin si, au caractère toujours pleinement prévisible, mais imprévisible, évidemment, dans son acte de recherche. Au fond, pourtant, l'idée de programme, elle intéresse, ce qui est bien normal, l'administration de la recherche, mais elle fascine aussi l'épistémologie. Et c'est cette fascination qu'il nous faudrait peut-être un jour interroger. Romain Bertrand a proposé un programme dans l'histoire à parts égales, dont le titre claquait comme un slogan, et il s'est empressé de ne pas suivre ce programme. Dans son livre suivant, le long roman de la conquête, le long remords de la conquête, pardon, qui proposait justement une histoire à parts inégales, puisque documentée de manière dissymétrique. Et cet art de ne pas toujours écrire le même livre, de ne pas suivre le programme que l'on se donne, surtout lorsque si vite l'histoire à parts égales, eh bien, le titre claque comme un slogan, que si vite, au fond, il peut claquer comme un remords, justement, pour ceux qui ne font pas d'histoire à parts égales, c'est, j'avoue, et je le dis avec mon amitié et mon admiration qu'il connaît, une des conditions du courage intellectuel, précisément parce que cette cause, elle a été assez vite gagnée, la cause de l'histoire connectée. C'est pour ça qu'il nous intéresse particulièrement maintenant d'aller vers une cause perdue, ou en tout cas perdue d'avance. Et ça ne peut vraiment pas être un programme. Alors évidemment, nous sommes toujours dans la question du vis-à-vis. Comment sortir du face-à-face, le vis-à-vis colonial dans l'histoire à parts égales, le face-à-face entre roman naturaliste et intrigue historienne sur laquelle, au fond, ne cesse de se rabattre le débat entre littérature et histoire. C'est ce dont on a tenté de parler la fois dernière, en tentant de montrer que l'art poétique pouvait servir, au fond, à ramener cette question au cœur de la langue. Mais, au fond, il s'agissait à ce moment-là de désigner, rien d'autre que cela, de désigner avec tact une limite du discours historien, une manière de l'inquiéter, de le dépayser, c'est-à-dire de le ramener à ce que Yves Bonnefoy appelait son arrière-pays. Et personnellement, je ne crois pas que ce plaidoyer pour la surface des choses ait besoin de notre adhésion. Je le dis d'autant plus volontiers que moi, personnellement, je suis plutôt du parti de l'entaille, parce que, effectivement, dans le livre Le détail du monde, il met en opposition le pari de la surface et le parti de l'entaille. Moi, je suis comme Michelet. Je pense qu'on peut tuer l'insecte avec désinvolture parce que c'est ce que Michelet écrit dans L'Insecte et c'est cité par toi, Romain, et je le cite juste pour le plaisir parce que j'adore cette phrase, c'est qu'il est si petit qu'avec lui, on n'est pas tenu d'être juste. Et donc, au fond, ce parti de l'entaille, pourrais le justifier, je le justifie toujours par le recours à ce texte de Michel Foucault, le fils du chirurgien, qui montre comment, avec son écriture, je parcours le corps des autres, je l'incise pour faire apparaître ce foyer de lésion, ce foyer du mal, qu'il appelle le cœur vénéneux des choses. Mais je pourrais très bien le décrire autrement, par exemple avec Georges Bataille, et avec effectivement cette manière tout à lui qu'il avait de
d'entailler les choses, d'y aller fouiller justement ce qui, le mal dans les choses, comme le rappelle d'ailleurs magnifiquement Georges Didier Huberman dans La ressemblance informe, qui vient d'être réédité chez Macula. Bon, cela dit, effectivement, dire cela, c'est peut-être attenter à la critique de la douceur, qui est apparemment le dernier mot du chic intellectuel, mais précisément, voilà, chez Foucault, chez Bataille, il s'agit du beau danger, de s'y aller, d'aller s'affronter à ce beau danger. C'est cela, et c'est cela seulement qu'on vous propose au fond cette année, et vous lirez, je l'espère, dans le livre de Romain Bertrand, qu'à un moment, il y a un magnifique face-à-face entre Ponge et Sartre, où Sartre, évidemment, feint de comprendre Ponge en le ramenant à sa propre philosophie anthropomorphique. C'est un malentendu terrible et fécond, et c'est aussi à ce malentendu terrible et fécond que veut nous ramener, effectivement, toute une théorie politique néo-sartrienne de l'engagement de l'intellectuel. C'est peut-être aussi contre ça que s'arme manière de douceur. Voilà, mais pour le reste, au fond, c'est à toi, Romain, de décrire ce que nous voulons faire.